Bien, c'est vraiment dense, ce support de formation sur la déontologie et l'obligation de conseil pour les IOBSP, n'est-ce pas? C'est comme si on avait la Bible entière de la Oui, régulation absolument. financière en un seul document. Alors, quelles sont les grandes lignes, en gros, de ce cours? Eh bien, on peut dire que ça se structure d'abord en une introduction générale qui situe le contexte, les enjeux professionnels actuels et les évolutions jurisprudentielles, surtout à partir de la crise de 2008, qui a vraiment fait évoluer le métier et le cadre réglementaire. C'est clair. Et du côté de la réglementation, comment ça se présente exactement? Là, il faut comprendre qu'on couvre un ensemble complet allant du Code monétaire et financier avec ses articles L. 519.1 à L. 519.7, en passant par les directives européennes comme la MCD, la Mortgage Credit Directive, et jusqu'aux évolutions récentes, y compris les décrets de formation, du 15 juin 2022 par exemple. Cela forme un cadre très précis pour sécuriser la profession et protéger le consommateur. Oui, absolument, c'est très complet. Parle-moi un peu de l'obligation de conseil, c'est vraiment le cœur du cours, non? Exactement. L'obligation de conseil est ici vraiment décrite comme ce fameux obligation de conseil complète. Le courtier, c'est celui qui se doit de recueillir toutes les informations, ses revenus, sa situation financière et même son patrimoine, pour ensuite concevoir un conseil personnalisé, motivé et documenté. C'est tout un art, en somme, de comparer les offres et de recommander la meilleure solution qui, bien entendu, doit placer l'intérêt du client au-dessus de tout. Tout à fait, c'est l'essence du devoir de loyauté, vous voyez? Je trouve intéressant que le support insiste sur la documentation. Pourquoi est-ce si crucial? Eh bien, parce que, en cas de litige, la charge de la preuve repose sur le courtier. Il doit pouvoir démontrer qu'il a analysé la situation en détail, qu'il a comparé les offres et qu'il a justifié sa recommandation. La documentation, comprendre les fiches de recueil, les comptes rendus d'entretien, les grilles d'analyse, Mhm. c'est la clé pour protéger juridiquement Tout à fait, l'intermédiaire. c'est comme construire un dossier béton. Et il paraît qu'on aborde aussi la gestion des conflits d'intérêts. C'est un sujet sensible, non? Oui, exactement. Le cours montre que la gestion des conflits d'intérêts est indispensable. D'abord, il faut les identifier. Il y a des grilles d'évaluation, des critères quantitatifs et qualitatifs, et ensuite, il faut choisir entre élimination, gestion par des garde-fous ou, en dernier recours, transparence et recueil du consentement éclairé. C'est un processus très structuré pour Je vois, c'est préserver crucial pour la l'objectivité du confiance du conseil. client. Et qu'en est-il de la digitalisation? Il y a énormément d'explications sur le conseil à distance et la preuve numérique, non? Oui, là c'est vraiment le futur de la profession. Avec l'évolution technologique et la crise sanitaire qui a accéléré la digitalisation, le support insiste sur l'importance d'adapter les modalités du conseil. On parle ici d'outils de visioconférence, de plateformes de signature électronique et même d'algorithmes d'intelligence artificielle pour améliorer l'analyse des besoins. Mais tout cela nécessite de garantir une traçabilité rigoureuse et le respect du RGPD pour protéger les données personnelles. Oui, évidemment, la sécurité des données est primordiale. D'ailleurs, est-ce que le cours parle de formation continue? Oui, de façon très détaillée, il montre qu'au fil des années, les obligations de formation se sont transformées. Initialement, c'était pour le crédit immobilier avec 7 heures par an imposées par la directive MCD, et puis, le décret de 2022 étend cet requirement à tous les produits distribués. Cela souligne l'importance d'être constamment à jour, puisque les produits financiers évoluent très rapidement. C'est vraiment un investissement dans la profession. On parle aussi des aspects historiques et de l'évolution du métier, non? Tout à fait. Le support retrace l'histoire du courtage depuis les débuts, avec CAFPI fondé par les frères Assouline en 1971, jusqu'aux réformes significatives post-2008 et la loi de régulation bancaire de 2010 qui a créé formellement le statut d'IOBSP. On voit une profession qui a évolué d'une activité plutôt informelle vers un métier très réglementé, avec des contraintes accrues, mais en même temps une protection renforcée pour les clients. C'est fascinant de voir cette évolution sur plusieurs décennies. Et, en ce qui concerne la supervision, comment les autorités s'y prennent-elles? Ah, bonne question. Le cours détaille les rôles de l'ACPR et d'ORIAS.
L'ACPR, par exemple, exerce des contrôles sur plusieurs modalités, thématiques, individuelles, voire d'urgence en cas d'incident. Et Orias gère l'immatriculation, ce qui est crucial pour s'assurer que seuls les professionnels dûment qualifiés exercent. On voit aussi une évolution vers la supervision par des associations professionnelles agréées, ce qui renforce le contrôle de la profession par Oui, les ça pairs. montre un écosystème complet de surveillance. C'est impressionnant. J'ai vu un passage sur la digitalisation qui mentionne même la blockchain et l'IA. Vous pouvez en dire un peu plus? Certainement. Il est question des technologies émergentes comme la blockchain qui pourraient révolutionner la traçabilité des transactions et la sécurisation des enregistrements numériques. Quant à l'intelligence artificielle, elle offre des opportunités pour, par exemple, optimiser le scoring de crédit et la personnalisation du conseil. Toutefois, ces technologies soulèvent des défis éthiques et, de responsabilité. Il faut être en mesure d'expliquer et de justifier les décisions automatisées. Oui, un vrai double défi de performance et d'éthique. Vous mentionnez aussi l'aspect RSE et finances durables. C'est une nouvelle dimension dans ce domaine? Exactement, c'est l'un des axes d'évolution future. Les courtiers devront, à l'avenir, intégrer des critères de finance durable dans leur analyse. Par exemple, informer les clients sur l'impact environnemental ou social des produits financiers, voire recommander des solutions vertes. Cela répond aux attentes sociétales croissantes et aux évolutions réglementaires européennes. Très intéressant. Ça montre que même le secteur bancaire évolue vers une responsabilité plus globale. Est-ce que dans tout ce contenu, quelque chose te semble controversé ou digne d'être critiqué? Eh bien, je dirais que la densité et la complexité du support peuvent parfois rendre la compréhension difficile pour les professionnels du terrain qui ne sont pas experts juridiques. Oui, c'est vrai, il faut Cela beaucoup de demande un temps pour investissement assimiler tout ça. important en formation continue et une veille permanente, ce qui peut être un frein pour certains. Donc, pour résumer, on a une profession en pleine mutation, avec des exigences toujours plus élevées en termes d'information, de conseils personnalisés, de gestion des conflits et d'adaptation aux technologies. Tout à fait. En résumé, on assiste à une harmonisation accrue des pratiques via des directives européennes, à une mise en sécurité juridique via une documentation rigoureuse et à une adaptation constante aux évolutions technologiques. Cela se traduit par des obligations de conseil très spécifiques pour les courtiers, qui devront, eux, prouver la qualité de leurs conseils à chaque étape du processus. Oui, on voit clairement que c'est beaucoup plus qu'une simple formalité administrative. Et du côté des sanctions disciplinaires, qu'est-ce qui ressort? Le support nous montre que la CPR sanctionne principalement pour des manquements à l'obligation de conseil et l'information précontractuelle. On observe une diminution des sanctions en nombre et en montant, ce qui pourrait être interprété comme une amélioration des pratiques ou une évolution vers une supervision plus C'est pédagogique. encourageant, non? Finalement, quelles seraient les clés du succès pour un IOBSP dans ce contexte? Eh bien, il faut investir dans une formation continue solide, développer des outils robustes pour documenter toutes leurs démarches et surtout adopter une culture de la transparence et de la loyauté. Ce sont ces éléments qui permettront non seulement de se conformer aux exigences actuelles, mais également de transformer ces obligations en véritables avantages concurrentiels. Oui, je pense que c'est la voie pour gagner en crédibilité et en performance. Et concernant la digitalisation, tu dirais que ça représente une opportunité majeure? Absolument, même s'il y a des défis. L'usage d'outils numériques comme les CRM, les plateformes de visioconférence et même l'intelligence artificielle peut réellement améliorer l'efficacité et la personnalisation du conseil, à condition que la sécurité et la traçabilité soient garanties. C'est clair. L'innovation technologique est incontournable aujourd'hui. Pour conclure, quels seraient, d'après toi, les grands défis à venir? Je dirais que l'un des grands défis sera de conjuguer l'innovation technologique avec l'IA, le big data, etc., avec le maintien d'un haut niveau de qualité du conseil personnalisé. En parallèle, l'intégration des enjeux de développement durable et l'harmonisation européenne continueront à transformer le paysage professionnel. Il faudra donc, être résilient et adaptatif, investir dans la formation et la coopération avec les instances de régulation. Tout à fait. C'est un paysage en évolution constante. Merci pour ces éclaircissements.
C'est un sujet fascinant et complexe qui montre bien les enjeux d'une profession en pleine transformation, avec beaucoup de rigueur et d'innovation. Tout à fait. Et j'espère que ce type de formation, bien que très dense, aidera les professionnels à mieux naviguer dans ce cadre juridique et à offrir des conseils toujours plus sûrs et efficaces aux consommateurs. Oui, on a vraiment l'impression d'assister à une profession qui se modernise et qui prend de l'ampleur pour le meilleur des intérêts de tous. Merci pour cette discussion détaillée, c'était vraiment enrichissant. Merci à toi, c'était un plaisir d'échanger sur ce sujet vraiment passionnant et porteur d'avenir pour le secteur financier.